à la vente de services et 45% à la vente de produits. Alors, dans les services, ça peut être de l'abonnement, du téléphone, les services Prime Vidéo, etc., qu'on a pu avoir pendant le confinement qui ont bien augmenté. Ça rentre dans la partie services. Et c'est une hausse de 11,6% par rapport à l'année dernière. Et c'est un chiffre, le e-commerce a été multiplié par 4 en 10 ans. Et c'est en constante évolution depuis 20 ans que le e-commerce est arrivé. En termes de transactions, donc 1,7 milliard de transactions ont lieu en 2019. C'est également une augmentation de plus de 15%. Et le panier moyen, lui, par contre, il est en baisse. Il est passé pour la première fois sous la barre des 60 euros. Et cela s'explique qu'aujourd'hui, il y a une normalité sur le e-commerce. Comme dans la vie courante, je dirais, classique dans les commerces, le panier moyen, il est plutôt à 60 euros qu'à 90 euros, 120 euros, comme on pouvait l'avoir dans les années passées sur le e-commerce. Il y a de plus en plus de produits. Il y a des produits qu'on peut trouver aujourd'hui à 2-3 euros. Dans les premiers temps, c'était des choses qu'on ne trouvait pas trop. Donc, il y a une normalité du marché en ligne qui s'est mis en place. Et donc, le panier moyen est plus faible aujourd'hui. Le nombre de nouveaux sites Internet, en 2019, il y en a eu 190 000 sites en France, je parle. Mais il faut savoir quand même que la majorité réalise moins de 100 transactions par mois. Donc, il faut avoir conscience de ça. Beaucoup, nous on a pu le voir, se lancent sur le e-commerce, se disent ça y est, je vais tout exploser. Non, la majorité aujourd'hui enregistre peu de ventes. Les choses évoluent, ont évolué dernièrement, on va le voir par la suite. Mais ce n'est pas parce qu'on a un site e-commerce que d'un coup, on va forcément vendre. Il y a plein d'ingrédients à mettre en place pour se donner les chances de vendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est également que 50% des ventes des produits ont été réalisées par des enseignes de magasins. Donc, il y a les pure players qu'on appelle, qui ont une activité que en ligne, et 50% des ventes, en tout cas, sont enregistrées par des gens qui ont également une boutique physique. Les places de marché, j'y reviendrai plus tard, ont représenté 30% des ventes en France, à savoir que si on compare à des marchés étrangers, le marché chinois, c'est 80% des ventes passent par les places de marché. C'est énorme. Vous connaissez Alibaba notamment. Aux États-Unis, c'est proche des 50%. Et en Europe, la moyenne est à 40%. Donc en France, on est encore en retrait, entre guillemets, mais c'est un chiffre qui augmente chaque année. Et la vente sur mobile, alors c'est 39% en moyenne, à savoir également que si on regroupait les 10-15 plus grands sites français, plus de 50% de leurs ventes sont faites sur le mobile. Donc 39%, c'est une moyenne nationale. Et sur les leaders du e-commerce en France, on a déjà dépassé depuis un moment les 50% depuis le mobile. Alors, le contexte durant la crise sanitaire, on remarque, alors c'est les chiffres de début mars à mi-avril, on n'a pas encore les tout derniers résultats, ils ne devraient pas tarder à arriver. Comme dans les établissements, les 3 premières semaines, il y a eu une baisse des ventes qui sont enregistrées. Alors là, ce sont les chiffres, je le précise également, dans les ventes hors alimentaires. Donc, il y a une baisse des ventes durant les 3 premières semaines. Et ensuite, dans tous les secteurs, il y a une forte augmentation et pour arriver à une certaine stabilité par la suite. Donc là, on est dans le mode textile, informatique, etc. Donc vraiment, tous ont enregistré la même tendance. Donc, ce qui prouve bien que durant cette crise sanitaire, les entreprises qui ont une boutique physique, en tout cas, ont été moins impactées économiquement parlant par cette crise, puisque si on compare les chiffres de l'année dernière, la même période, et ceux de cette année, elles ont toutes connu une véritable croissance supérieure à 50%. Celles qui vendaient en ligne il y a un an et qui ont une boutique physique ont augmenté de 50% cette année. Par contre, les pure players, ceux qui ont une activité que en ligne, eux ont connu un léger recul de moins 1% par rapport à N-1. Alors, je vais vous présenter désormais les différentes solutions. Les solutions, en fait, elles se découpent. Alors, voilà quelques noms qui vont vous parler. Ce sont les plus connus, Shopify, Magento, WooCommerce, etc. On peut les regrouper dans 2 familles. Il y a ce qu'on appelle les solutions mutualisées et les solutions personnalisées. Les solutions mutualisées, en fait, c'est que votre site, votre solution pour vendre en ligne, elle est chez quelqu'un d'autre.
alors que les solutions personnalisées, ça vous appartient, c'est votre site. Dans les mutualisés, on a d'un côté les places de marché, et ensuite ce qu'on appelle les solutions SaaS, c'est les systèmes de location. Vous louez un espace sur des boutiques en ligne. Et ensuite, les solutions personnalisées, là, vous créez vous-même votre site internet ou vous passez par une agence qui vous crée votre site internet. Ça vous appartient. Donc, soit on utilise une technologie existante, soit c'est du sur-mesure qui est fait rien que pour vous. Dans le détail, pour expliquer tout ça rapidement, la place de marché, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un espace commun sur lequel vous avez plusieurs vendeurs. Vous bénéficiez donc de l'audience de cette plateforme. Les comptes clients sont gérés, les transactions, etc., sont gérées directement par la place de marché. Et vous, en tant que vendeur, vous n'aurez qu'à mettre en ligne les produits pour mettre à jour votre page boutique. Alors, en termes d'exemples, les plus connus, Amazon, eBay, Cdiscount, Alibaba, ça c'est ce qu'on appelle des places de marché généralistes. On va retrouver tout type de produits. Il existe également des places de marché dites spécialisées. On peut en avoir dans l'habillement, dans le bricolage, dans des secteurs comme le bio. Chaque domaine, secteur d'activité peut avoir une place de marché propre à elle-même. Et ensuite, on a des places de marché locales. Place de marché locale, c'est propre à une ville, à une commune, à un département. Sur Cône-sur-Loire, il y en a une qui s'est lancée dernièrement d'ailleurs, durant le Covid. Acheter à Cône-sur-Loire, je crois, .com.fr. Et donc, différents commerçants peuvent se mettre dessus. Donc, ce sont des places de marché locales. Alors, les avantages de passer par des solutions comme celle-ci, c'est qu'il existe déjà une audience. Elles sont connues. Donc, c'est facile potentiellement d'avoir du monde face à vos produits. C'est également une possibilité d'accès à des marchés internationaux. Avec votre propre site Internet, il faudrait communiquer fortement pour trouver une place. Le système de vente est également fiable. Il y a plein de monde qui l'ont testé. Il faut que ça marche, il faut que ça soit au point. Donc là-dessus, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir. L'expérience de l'après-vente concernant la logistique, la facturation, le SAV client également, ce sont des choses qui sont très bien rodées. Les inconvénients de ce type de solution, c'est qu'il est très difficile de se différencier. Vous avez un produit, mais vous pouvez avoir 10, 50 concurrents qui vont proposer exactement le même produit que le vôtre. Donc, vous êtes vraiment en concurrence frontale. Et là, les gens, ce qu'ils regardent, c'est avant tout le prix. Il est difficile de se faire sa propre image, de vendre si vous avez un savoir-faire, parce que vous construisez, c'est vous-même qui produisez un produit, vous ne pouvez pas le mettre en valeur. Il faut prévoir que le système, également, vous avez des commissions à payer. Alors, si je vous parle d'Amazon, c'est 15%, les frais de commission. Donc, il faut le prévoir dans votre prix au départ. Et voilà, c'est des choses à avoir en tête. Alors, selon les plateformes, généralement, elles fonctionnent avec des frais de commission ou également la performance. Certaines proposent également des fois des abonnements. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est des choses à prévoir. La priorité, elle est donnée aux clients. Alors, c'est une bonne chose, mais pour vous, en tant que vendeur, ça peut être frustrant parfois, puisque, par exemple, en cas de litige, ça sera le client qui aura toujours raison. Donc, vous risquez d'avoir davantage de retour de marchandises et ça sera à vos frais. S'il y a un problème, c'est toujours à vos frais. Les contrats peuvent être contraignants. Un exemple, alors je vais vous donner un exemple lié à Amazon. On peut faire des tests sur le conditionnement de vos produits. Si vous avez un produit liquide à mettre dans un flacon, dans votre flacon, ils vont le mettre en haut d'une fosse, ils vont le lancer, ils vont voir la résistance de ce flacon et ils peuvent vous demander si ce n'est pas conforme à leurs règles de revoir votre emballage. Donc, il y a des règles, il peut y avoir des contraintes derrière de mise en place. Vous n'avez pas de contact direct avec le client et pas de données marketing à exploiter derrière de votre côté. Alors, les places de marché, c'est des bonnes solutions puisque quand même 30% des ventes, on l'a vu en France, sont faites sur les places de marché. Ça peut être un bon moyen pour tester le marché, pour exporter rapidement également, doper des ventes, des produits que vous avez en stock, c'est un bon moyen d'en faire la promotion et d'essayer de les vendre via ces plateformes. Ce n'est pas une solution qui est conseillée pour vous différencier si vraiment vous avez une marque très forte et que vous voulez faire vivre cette expérience de marque à vos clients, vraiment savoir qui vous êtes, etc. Ce n'est pas la solution idéale.
Et également, ce n'est pas conseillé de vendre tous vos produits sur les plateformes. On a des clients qui vendent, qui ont leur propre site e-commerce et qui également vendent sur des plateformes. Ils se rendent vite compte que ce ne sont pas forcément les mêmes produits qui se vendent. Donc ça également, ça peut être une analyse à faire, des fois de tester des produits. Certains ne vont pas se vendre sur la plateforme, mais par contre peuvent fonctionner sur votre propre site e-commerce. La deuxième solution, les plateformes SaaS. Alors, ce sont des solutions par abonnement cette fois-ci. Elles sont accessibles à distance, donc vous n'avez pas de logiciel à installer. Vous allez simplement vous connecter, il faut avoir une connexion Internet, vous connecter avec un mot de passe et un identifiant pour faire les mises à jour de vos produits. Et le suivi technique et l'hébergement, c'est assuré directement par la solution du site Internet. Alors, les exemples, WheezyShop, Oxatis, Wix, pour citer des noms connus, ce sont les leaders dans ces solutions-là. Quels sont les avantages de prendre une solution comme celle-ci? Il n'y a pas besoin de s'y connaître en développement. Quelqu'un qui veut démarrer, tout seul en tout cas, sans connaissance, il peut aller sur ce type de solution. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans la solution, comme le paiement, la livraison. Il y a beaucoup moins de questions à se poser. Et vous n'avez pas de coût d'investissement au départ. Vu que c'est un système d'abonnement, vous avez une tarification mensuelle. Parfois, certains proposent également en plus à la performance, mais la majorité propose un forfait mensuel. Donc, vous savez tout de suite le coût ça va vous coûter. Et si ça ne vous convient plus, vous arrêtez et vous aurez payé simplement les mois auxquels vous aurez été abonné. Les inconvénients, il peut y avoir des fonctionnalités que vous aimeriez avoir et qui ne sont pas proposées dans ces plateformes. Donc, la personnalisation et le sur-mesure, c'est impossible. Vous êtes dépendant de la technologie. Vous n'avez pas de visiteurs comme sur les plateformes au départ qu'on a pu voir, sur les places de marché. Là, c'est à vous de faire la publicité pour faire venir des gens sur votre site Internet. Et la migration, si un jour vous souhaitez changer de solution, elle est très compliquée, voire impossible, parce que la base de données du site de cette plateforme ne vous appartient pas. Donc, lorsque vous souhaitez tout récupérer, c'est compliqué. Honnêtement, c'est même quasiment impossible. Donc, cette solution, elle est bonne pour, en tout cas, les gens qui veulent faire notamment se lancer seuls, qui n'ont pas de grandes connaissances et vivre une première expérience dans le e-commerce. Ce n'est pas conseillé si vous n'avez pas prévu d'investir dans le e-marketing. Vous allez être frustré parce que vous allez avoir une boutique, mais il n'y aura personne dessus. Si vous avez des besoins spécifiques, vous allez être également frustré parce que ça ne sera pas possible de mettre les choses en place. Si vous avez besoin, par exemple, également d'interfacer avec un ERP, alors vous avez un outil à côté de votre site Internet qui gère les stocks, qui gère la facturation, etc. Si vous avez besoin de couper le site à la solution, avec ces solutions-là, généralement, ce n'est pas possible. Et si vous prévoyez d'investir sur le long terme dans le e-commerce, ce n'est pas non plus la solution la plus préconisée. La troisième solution pour faire des sites Internet e-commerce, c'est d'utiliser des plateformes, des CMS dits open source ou propriétaires. Alors, ce qu'on appelle la plateforme open source, c'est qu'en fait, c'est comme un logiciel. Le code est disponible publiquement. Il faut l'installer sur un serveur, donc il faut prendre un hébergement à côté. Et cette solution-là, elle a juste à être paramétrée, personnalisée en fonction de vos besoins. Il y a une solution de base et après, il existe plein de modules autour qui permettent de personnaliser en fonction de vos besoins. La simplicité, les fonctionnalités varient en fonction des différentes solutions. Les plus connues, je vais vous parler. Alors, je vais faire le distinguo. Il y a ce qu'on appelle les solutions qui vont se coupler à des sites vitrines, par exemple. WordPress, Joomla, Drupal, ce sont des solutions pour faire un site vitrine, pour présenter votre entreprise. Et si vous avez besoin de vendre des produits en plus, vous pouvez installer un WooCommerce, un Joomla ou Drupal Commerce. Et vous pouvez faire également un site e-commerce uniquement avec ces solutions-là. Et ensuite, il existe des solutions pour faire que du e-commerce, comme PrestaShop et Magento, qui sont également les leaders dans les solutions pure e-commerce. Les avantages,
alors, c'est que vous avez un plus haut niveau de personnalisation par rapport au système de location vu précédemment. C'est des solutions qui sont créées et développées par une communauté. Donc, sans arrêt, il y a des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est tenu à jour et ça vous permet d'évoluer également dans le temps. Il y a peu de frais au départ si vous avez des connaissances quand même. Si vous n'avez aucune connaissance, c'est conseillé de passer par un prestataire qui mettra en place cette solution-là en fonction de vos besoins. Mais rien ne vous empêche de vous lancer seul si vous avez la disponibilité et les connaissances pour le faire. Derrière, il n'y a pas de frais de système d'abonnement. Vous avez un investissement au départ. Le site vous appartient. Il n'y a pas de commission sur les ventes. Vous êtes autonome. Les inconvénients de cette solution-là, c'est qu'il faut prévoir quand même un hébergement à côté. Et donc, c'est là où vous avez des frais annuels pour l'hébergement du site. Comme je le disais tout à l'heure, en fonction du niveau de vos connaissances, souvent, vous allez avoir besoin de faire appel à un prestataire pour installer, paramétrer et éventuellement gérer la maintenance de la solution derrière. Et dans le cadre d'un CMS propriétaire, qui n'est pas une communauté, là, vous êtes vraiment dépendant du prestataire à qui vous avez fait appel. Lorsqu'on est sur un CMS dit open source, vous travaillez avec une agence, vous souhaitez ne plus travailler avec cette agence-là, vous pouvez le confier le site à une autre agence derrière qui saura utiliser la solution. Enfin, la dernière solution, c'est de faire du sur-mesure, de tout personnaliser jusque dans les moindres détails. L'inconvénient, c'est qu'il faut au départ parfaitement connaître vos besoins, ne rien oublier, sinon chaque modification, évolution peut remettre pas mal de choses en question. Et là, vous allez tout de suite avoir des frais qui n'étaient pas prévus, ça va s'additionner. Le sur-mesure coûte toujours plus cher et vous êtes dépendant donc vraiment là du prestataire qui vous a réalisé la solution parce que c'est lui qui a encodé, il connaît la solution et le confier à quelqu'un d'autre, il va passer beaucoup de temps à régler les bugs ou quoi que ce soit, à faire évoluer le site avec l'environnement web autour. Parce qu'il faut que le site soit compatible avec les navigateurs, avec plein de choses. Donc là, vous avez une très forte dépendance. C'est des choses qu'on va retrouver généralement pour les très gros sites internet e-commerce. Oui, ils vont faire une solution sur mesure. Et encore beaucoup passent par des solutions comme on a vu précédemment. Donc, avant de vous lancer, parmi ces 4 solutions, il y a 2 grandes questions à se poser. C'est quelles sont mes compétences techniques, mes disponibilités humaines et financières. Ça va tout de suite aussi m'orienter vers une des solutions. Et ensuite, quelles sont les fonctionnalités nécessaires que j'ai besoin au bon déroulement de mon projet. Ce sont les 2 grandes questions qu'il faut se poser avant de se lancer. Au-delà de ces 2 grandes questions, je vous ai listé une multitude de questions. Il y en a plein d'autres et auxquelles vous avez peut-être en tête et je me ferai un plaisir de répondre par la suite avec Jacques. Et je vous ai déjà listé une trentaine de questions auxquelles il faut penser avant de se lancer. Déjà, c'est tout bête, mais pourquoi faire un site e-commerce? Dans quelle stratégie ce site s'inscrit? Est-ce que c'est une activité à part entière et c'est 100% sur du e-commerce? Est-ce que c'est un complément à mon activité actuelle? Est-ce que c'est pour amener du service à mes clients? Est-ce que c'est pour pallier, on l'a vu avec la crise sanitaire, un problème en magasin ou quoi que ce soit et finalement continuer à pouvoir vendre? Est-ce que c'est un moyen de référencer des marques qui acceptent qu'on référence leurs produits parce qu'on a un site en ligne? Donc, il y a plein de questions stratégiques à se poser dans l'intérêt de faire un site e-commerce. Ensuite, c'est qui je cible. Est-ce que c'est du local, du national, de l'international? Et là, ça a également une importance parce que si c'est de l'international, il va falloir prévoir le multilingue. Est-ce que vous savez parler anglais, allemand, etc. Est-ce qu'il faut prévoir cette partie-là? Il faut prévoir également derrière au niveau de la devise, les conversions. Si c'est du local, ça peut être du click and collect, c'est-à-dire je propose un produit, les gens l'achètent mais viennent le récupérer et payer en boutique. Donc voilà, ça rentre également dans la stratégie. Comment je vais me différencier? C'est bien, je vais me lancer dans le e-commerce, mais est-ce que mes produits se démarquent des autres? Est-ce que si c'est les mêmes produits, est-ce que j'ai un prix compétitif?
Ou alors, finalement, je me lance dessus parce que c'est vraiment du service et les gens qui feront appel à mes produits, qui achèteront en ligne, ça sera une clientèle de proximité ou qui seront arrêtés un jour. J'ai une boutique, je fais des confitures, des produits régionaux. Les gens étaient de passage dans la région, ils ont acheté en boutique physique et ensuite, ils sont à 500 km, ils peuvent continuer à acheter en ligne. Quels sont mes objectifs de chiffre d'affaires de marge? Comme un établissement traditionnel, il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'attends en termes de résultats avec mon site e-commerce? Quel budget moyen humain, je le disais tout à l'heure, est consacré lors de la création, mais il faut également penser à l'après, parce que je l'ai noté, 80% des sites échouent car cette question ne s'est pas posée. Nous-mêmes, on a eu cette expérience de gens qui se sont lancés dans l'e-commerce, mais qui ne se sont pas posé la question derrière de qui va gérer les produits, qui va gérer les commandes, et ainsi de suite. Donc, il y a du temps à prévoir au-delà de la mise en ligne du site Internet, en fonction de l'importance de celui-ci. Donc, il faut bien prévoir au côté humain. Ensuite, au niveau de la gamme de produits, il y a des questions à se poser. C'est quel est le nombre de produits que je veux commercialiser, de produits ou de services, et le nombre de catégories. Si j'ai un site qui est monoproduit ou voire 4-5 produits, je ne vais peut-être pas mettre en place la même solution technique derrière que si j'ai un site qui fait 5000 références. Comment seront gérés les produits? Si j'ai 5 produits, c'est facile de les créer tout de suite, de créer directement les fiches produits. Si j'ai 5000 références, il vaut mieux prévoir un système avec import, export, pour mettre à jour automatiquement l'ensemble de mes produits. Quelles sont les déclinaisons à prévoir? Ça, c'est également un point qui est souvent négligé et qui a son importance parce que chaque solution ne vous permettra pas facilement, en tout cas, de faire des variantes de vos produits. Si vous vendez par exemple des vêtements, il faut prévoir qu'il y a des notions de taille, de couleur. Vous pouvez avoir des parfums, des dimensions. Enfin, il y a plein de variables possibles et ça, il faut les prévoir pour chacun de vos produits au départ. Est-ce que vous aurez besoin de rechercher derrière pour l'internaute? Est-ce qu'il aura la possibilité de rechercher en fonction de ces variables? Est-ce que le packaging doit s'adapter? Vous vendez un produit de luxe, par exemple. Est-ce que votre produit, vous le proposez dans un simple écrin et qu'il y a une option pour le proposer dans un coffret de meilleure qualité? Est-ce qu'il y a besoin de mettre en avant certains produits dès la page d'accueil? Les meilleures ventes, les promotions, les nouveautés, etc. Les produits les plus appréciés, les plus commandés par les internautes. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière également propre à votre activité? Vous pouvez avoir des contraintes, des normes obligatoires et qu'il faut qu'elles soient clairement affichées. Les autres points de vigilance, je le disais tout à l'heure, la notion de langue, en fonction du marché que vous voulez toucher. Est-ce qu'il faut faire une version uniquement française ou multilingue? La devise, est-ce qu'il faut prévoir un convertisseur pour gérer les différentes monnaies? Vos produits, est-ce que c'est une TVA unique ou est-ce que vous avez des produits avec différentes valeurs de TVA? Au niveau du mode de paiement, également, est-ce que c'est chèque, ça se pratique de moins en moins, mais est-ce qu'il faut le prévoir? Le virement, un paiement PayPal, un paiement avec un raccordement bancaire. Donc, il faut prévoir toutes les solutions. La règle, de toute façon, c'est plus vous multipliez les possibilités de paiement, plus vous donnez de chance aux internautes d'acheter en ligne. Et au niveau de la banque, il faut le prévoir au départ, c'est sûr, d'aller voir son partenaire bancaire pour voir quelle est la proposition, qu'est-ce qu'il peut vous proposer en solution bancaire. Et si vous passez par la suite par un prestataire ou si vous gérez vous-même le site Internet, il suffit de faire un raccordement bancaire pour que les gens puissent payer par carte bleue. En termes de livraison également, les gens vont venir récupérer la marchandise dans votre établissement. Est-ce que vous proposez des points relais? Est-ce que c'est de la livraison à domicile? À ce niveau-là, il peut y avoir des modules spécifiques à installer pour gérer la livraison. Donc également, il faut bien se poser vous avez des produits qui ont une certaine dimension, fragiles. Il faut se poser les questions d'emballage, de poids, de transporteur. Les frais de port, comment ils seront calculés? Est-ce que ça sera un supplément? Est-ce qu'il est inclus dans votre tarif? Voilà, de bien penser à votre politique tarifaire. Comme je le disais tout à l'heure, si vous passez par une plateforme, il y a
la commission à prendre en compte, il y a les frais d'expédition, il y a l'emballage, il y a tous les à côté auxquels il faut penser dans votre calcul de prix. La compatibilité, le site doit être raccordé à une interface de votre côté, un logiciel de stock, un logiciel comptable ou autre. Les promotions, est-ce qu'il y a besoin de gérer des codes promo? D'autres points de vigilance, et là je crois que j'arrive à la fin. Est-ce que vous avez, au niveau des visuels, est-ce que vous avez plusieurs visuels de produits à proposer? Est-ce que vos fournisseurs peuvent vous fournir des visuels à exploiter sur votre site internet? Et la qualité de l'image. Il ne faut pas vous oublier que sur un site internet, c'est la qualité de l'image et du descriptif qui feront vendre également votre produit. Les gens, si vous faites une photo où il y a des ombres, c'est le bazar autour du produit, ça ne fait pas rêver. Alors qu'une belle photo détourée, ça aidera davantage à mettre en valeur votre produit. Est-ce qu'il faut prévoir un système de newsletter également, où les gens vont s'inscrire et derrière, vous allez pouvoir exploiter les données pour leur écrire, leur faire part des promotions, des actualités. Alors, bien sûr, en conformité avec la RGPD, la loi de protection des données. L'abandon de panier. On peut penser également de mettre en place des systèmes pour relancer automatiquement les personnes qui ont mis des produits au panier et qui n'ont pas passé commande. Le chatbot, ce sont les petites fenêtres qui s'ouvrent sur le côté. Donc, c'est auxquelles vous pouvez répondre soit en direct, s'il y a des questions, soit mettre en place une intelligence artificielle parce que vous avez beaucoup de monde qui passe sur le site et vous n'avez pas de temps à gérer pour répondre à toutes les questions. Donc, on peut mettre en place un système auquel cette intelligence-là va répondre aux questions des internautes. Le compte client, est-ce qu'il est obligatoire? Comment on s'inscrit? Comment on achète, etc. Comment allez-vous fidéliser les clients? Est-ce qu'il faut prévoir un outil dédié de fidélisation? Est-ce que vous allez simplement utiliser un code promo et finalement vous allez utiliser les adresses mail et leur envoyer une newsletter? Et avec toutes ces questions-là, normalement, vous arriverez à mettre en place le site qui vous correspond, dont vous avez besoin. Et après, il faut penser derrière, c'est comment vous allez communiquer sur ce site internet-là. La plupart des sites qui ne vendent rien, parfois il peut y avoir des problèmes techniques, les produits ne sont pas au bon prix, etc. Mais très souvent, certains ont mis en place un site internet qui fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ils ne communiquent absolument pas sur l'existence de celui-ci. Donc, est-ce que vous avez un fichier client déjà pour communiquer auprès de ce fichier-là? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une communauté de gens qui vous suivent actuellement ou est-ce qu'il faut développer cette communauté? Est-ce qu'il faut prévoir de mettre en place une campagne digitale à travers, par exemple, des campagnes sur Google Ads, donc c'est payé pour être visible sur Google, Google Shopping, Facebook Ads, donc il y a différentes possibilités de campagnes publicitaires en ligne. Donc voilà, il faut se poser également ces questions-là. Si vous avez des enjeux et que vous voulez vraiment booster, que vous êtes un pur player du e-commerce, ce n'est pas juste d'investir dans un site internet qu'il faut prévoir. Il faut prévoir également l'après et la communication et comment vous allez le mettre à jour. Donc voilà. Donc là, déjà, vous voyez, déjà avec une trentaine de questions, il y a de quoi réfléchir avant de se lancer dans un site e-commerce. Nous, depuis 23 ans, on accompagne les entreprises dans toute leur communication. Donc, on a l'habitude d'aider, de soulever ces questions-là et de vous accompagner dans cette réflexion-là. Vous retrouvez ici les coordonnées. Si par la suite, vous voulez reprendre contact avec nous pour un entretien plus approfondi ou pour donner nos coordonnées à des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par le projet. En tout cas, on est disponible.